Le Senesco, ensemble pour des systèmes éducatifs performants. Hey sama gars yi Yamaha by CFAO dikkati na ak xew-xew wu rëy saay loolu lu mu Red Music Challenge édition 2023 nga ni ma waaw fii ba le 9 décembre bokkal ngir gagné moto Yamaha te góoma de une moto Yamaha bokk si yomb na defal sa vidéo ngir wane sa talent ak bit bii ngay dégg ci suuf nga publier ko te tagewaale Yamaha by CFAO ci TikTok Instagram wala Facebook nga boolewaale ci phrase bi Yamaha mon favori mon ami ma vie boole ci hashtag RMC Sénégal te bul fàtte abonné wu ak Red Music Challenge bu Yamaha by CFAO yaa ko yëngal je concours soumis à condition à retrouver sur nos pages. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Vous avons annoncé tout le week-end. Moustapha Guirassy n'est pas notre invité ce dimanche. Changement de dernière minute pour raison de santé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et nous remercions Serigne Gueye Diop d'avoir bien voulu répondre à notre invitation express. Bonjour, bienvenue. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci de votre invitation. Vous êtes maire de Sandiara, dans le département de Mbour, ingénieur agronome. Vous êtes docteur S sciences en biochimie et sciences et technologies alimentaires. Vous avez été le directeur général du Centre de recherche et développement Afrique et Moyen-Orient du groupe Nestlé. Ancien ministre conseiller à la présidence de la République. La majorité présidentielle que vous avez quittée pour déclarer que vous vous portez candidat à la présidentielle de février prochain. Et pourquoi? Oui, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien décrit mon parcours académique, professionnel. Je suis rentré effectivement au Sénégal en 2015 pour d'abord la mairie de Sandiara. Et c'est vrai qu'en plus de ce parcours si vous voulez, professionnel à Nestlé, j'étais aussi dans l'humanitaire avec mon association. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est Passeport pour l'avenir qui m'a permis vraiment de m'investir beaucoup dans le domaine humanitaire avec le lycée de Sandiara que j'avais conçu, offert à l'État. Ceci dit, c'est vrai que quand je suis venu, j'ai essayé de travailler sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la commune. Comment servir la commune de Sandiara? Comment servir les populations en tant que maire autour d'un programme économique et social, autour aussi d'un programme d'éducation, d'éducation de la jeunesse, d'éducation de la formation professionnelle, mais autour aussi de l'agro-business, de l'agriculture. Et ça m'a permis, entre 2013 et 2023, de développer une économie assez forte. L'autre chapeau que j'avais, c'est de dire comment je peux aider aussi mon pays. Le Sénégal était à la croisée des chemins où on a eu besoin de cadres pour conseiller le gouvernement sur les politiques industrielles. Comme c'est mon métier, alors j'ai essayé aussi de travailler beaucoup sur les politiques de zone économique spéciale. Comment on fait la promotion économique? Comment on fait promouvoir la destination Invest in Sénégal? Avec ma propre politique aussi territoriale, ce qu'on appelle le marketing territorial. Donc j'ai essayé d'aider sur ces deux volets. J'ai essayé aussi d'aider sur le volet sanitaire, bateau Mercy Ship par exemple. Comment faire venir des ONG de type Mercy Ship du Texas, de Dallas, pour venir aider les Sénégalais pendant 4 ans, de 2019 jusqu'à 2023. Nous avons aussi fait venir le plus grand bateau au monde, c'est le Global Mercy, et plus Africa Mercy, qui sont restés ici pour faire ça. Et ça s'est pas arrêté là. Il faut savoir que toutes les politiques en matière de formation professionnelle, alors c'est aussi des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce que tout simplement, en étant directeur de recherche à Nestlé en Suisse, j'ai été confronté très tôt à la formation duale, école-entreprise. Donc tous ces projets de lycée technique professionnel, j'ai beaucoup travaillé. Mais là où je me suis vraiment concentré, c'est sur Sandiara. Quand vous arrivez au Sénégal, vous vous rendez compte que le problème essentiel, il tourne autour de 2 axes. Le premier, c'est l'économie. On n'a pas créé une économie suffisamment puissante, suffisamment forte pour créer justement des emplois. L'autre problème que vous avez, c'est le problème de l'éducation. Est-ce qu'on arrive à former les bonnes personnes
pour répondre aux besoins de l'économie. Et en fait, c'est sous cet angle-là que j'ai mis en fait mes 2 mandats, le mandat de 2014 à 2021 et le mandat de 2000 jusqu'en 2026-27. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que les maires que nous sommes, les hommes politiques que nous sommes, les candidats à la présidence de la République que nous sommes, ces 2 questions-là, c'est les questions les plus difficiles à résoudre et que personne n'a pu résoudre depuis les indépendances. Et moi, je voulais justement, avec mon programme économique que j'appelle le JICOMCOM, semer les graines du développement, c'est mon programme, à travers le parti qui s'appelle donc le Sénégal en marche vers l'excellence. Comment on arrive à reproduire le modèle que j'ai testé à Sandiara? Comment on arrive à avoir un programme qui génère 2 millions d'emplois dans les 5 ans, qui génère 3 millions d'emplois dans les 10 ans? Comment on arrive à le faire? Et je pense que justement... On a constaté cette industrialisation embryonnaire qui commence à émerger à Sandiara. Le problème, c'est est-ce que ça pourra atteindre cette échelle qui pourrait permettre au Sénégal de développer ces industries et à travers tout le territoire. Alors, moi je suis chercheur. En recherche, ce qu'on fait, c'est d'abord réfléchir sur le modèle et voir ce qu'on appelle, faire un diagnostic. Pourquoi l'Afrique n'est pas industrialisée? Pourquoi le Sénégal n'est pas industrialisé? Et à partir du moment où on arrive à comprendre le pourquoi, c'est là où on commence à voir aussi les solutions. Alors, donc ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas industrialisé parce que tout simplement, la politique coloniale n'était pas une politique pour qu'on soit donc industrialisé. L'idée, c'était que ce soit des marchés consommateurs. C'est-à-dire l'Europe produit, le pétrole, on va l'importer bien sûr des pays producteurs, mais le produit industriel, ça vient donc des États-Unis, de l'Amérique, de la Chine, ainsi de suite. Et ce modèle donc fait de nous des consommateurs. Jusqu'à ce que... N'avait-on le temps de rectifier, de refaire? Absolument. On avait le temps de rectifier à condition qu'on sache, qu'on comprenne le modèle. Je pense qu'on ne l'avait pas compris. On est sur un modèle arachide, avec production arachidière, exportation au port de Marseille, savonnerie de Marseille, importation de... Donc vous voyez, ce modèle-là, en fait, c'est ça, moi, que je veux casser. J'ai essayé de démontrer que à Sandiara, on pouvait se dire, qu'est-ce qui se passe si maintenant, au lieu d'être consommateur, on devient des producteurs de produits industriels. Au lieu d'être consommateur, on devient de produits agricoles, on devient des producteurs de produits agricoles, de type melon, de type pommes de terre, de type... Et ce modèle-là, pour moi, c'est le modèle qu'il faut tester et généraliser. Comme vous l'avez dit. Il y en a tellement ces modèles. D'ailleurs, vous êtes membre de l'Organisation mondiale des zones économiques spéciales, institution dont le siège est à Dubaï, et beaucoup de pays membres, et tout le monde apporte son expertise. Les expériences ne manquent pas, elles sont disponibles. Pourquoi le Sénégal ne se met pas sur le bon chemin? Parce qu'on n'a pas de politique industrielle. On a jusqu'ici, pendant presque 10-20 ans, on n'a pas réussi à avoir une politique industrielle. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une politique industrielle basée sur ce qu'on appelle l'analyse des besoins. Il faut prendre les 1000 produits les plus consommés au Sénégal sur les 10 dernières années et faire une projection sur les produits, les 1000 produits qu'on va consommer dans les 10-20 prochaines années. Les produits industriels commencent par ça. Ces produits, c'est des produits industriels. C'est nos voitures, c'est nos tracteurs, c'est nos vêtements, ainsi de suite. On les connaît. Le Sénégal ne produit pratiquement pas grand-chose. Donc ça commence d'avoir une définition des besoins. La deuxième étape, c'est se dire, à partir du moment où j'importe des produits industriels, donc ça veut dire que j'ai un marché pour ces produits industriels. Donc je dois produire ces produits sur place pour pouvoir satisfaire justement la demande. Et là, le modèle, il est bon. Et l'autre pilier, c'est les mesures maintenant incitatives, d'une part, et les mesures aussi de protection. Vous connaissez l'histoire entre la Chine et les États-Unis. Chaque fois qu'ils veulent bloquer un produit américain, on va augmenter les tarifs. Effectivement. Donc, en réalité, c'est ça que je veux faire. Je voulais faire en sorte que le Sénégal identifie les 100 produits les plus importants dans les 5 prochaines années. Ensuite, les 1000 produits les plus importants dans les 10 prochaines années. Et qu'on se dise maintenant, donnons-nous les moyens, comme j'ai fait à Sandiara. Justement, est-ce que les préalables sont là? Dispose-t-on d'assez de moyens pour faire ça? Est-ce que la nature a assez doté le Sénégal pour que le pays ait l'ambition de faire tout ça? Alors, je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est les mangues de Casamance.
Vous savez que le Sénégal importe à coût de milliards des sirops de mangue, des concentrés de mangue pour pouvoir justement fabriquer des jus de mangue. On le sait, les usines sont là. Au même moment, nous avons, j'étais en Casamance il y a juste 3 semaines, on voit donc des milliers de tonnes de mangue qui pourrissent par terre. Alors, la logique simple dirait que pourquoi on a des mangues et au lieu de les transformer, au lieu d'avoir une politique industrielle pour encourager cette production-là, l'industrialiser, arrêter l'importation, on ne le fait pas. Deuxième exemple, c'est l'anacarde. Vous êtes au courant que le Sénégal exporte des milliers de tonnes d'anacarde sur l'Inde, sur d'autres pays du monde. Alors que justement l'anacarde, la valeur entre la matière première, la noix d'anacarde et le produit fini, c'est un rapport de 15. Il suffit de l'industrialiser, vous multipliez la valeur par 15. Donc vous voyez que là, au lieu de faire des unes d'anacarde pour pouvoir occuper le Sine Saloum, la zone de Kaon, la Casamance, cette zone aussi de Kolda, en réalité, on préfère plutôt vendre des matières. Donc en réalité, le Sénégal doit arrêter de vendre des matières premières brutes et de penser à l'industrialisation. Et c'est ça qu'on appelle des politiques industrielles. Une politique industrielle, c'est 2 composantes. C'est se dire, voilà ce que je consomme, voilà mon marché. C'est voir tout ce que le coût de cette importation. Je crois qu'on doit être dans les 2000 ou 3000 milliards de produits importés. On importe des engrais, alors qu'on a quand même des phosphates à Taïba. On importe des produits, des tracteurs, alors qu'on pourrait les fabriquer ici. On importe des camions. Vous voyez, donc c'est en fait cette approche-là, c'est dire de quoi j'ai besoin pour développer le secteur agricole, le secteur industriel, le secteur de l'éducation, le secteur du transport, ainsi de suite. En réalité, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, vous parliez des moyens. Les moyens, il y a 3 types d'investissements en général pour faire ça. Le premier, c'est le privé. Il faut du marketing territorial, national. Il faudrait que le chef de l'État, que je compte être, doit aller au niveau international pour lancer ce qu'on appelle la destination investissement industriel du Sénégal. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est pas aller dans des conférences en Afrique. Non, c'est vraiment prendre son bâton de pèlerin et dire aux gens de Dubaï, de Londres, de New York, de partout dans le monde que nous avons un plan décennal d'investissement. On peut faire 1000 usines à travers le pays. Chaque commune doit disposer au moins d'une entreprise correspondant aux besoins de cette commune-là. Ensuite, l'accompagner maintenant par des investissements donc publics. L'investissement public sera plutôt l'aménagement, comme ce qu'on a fait à Sandiara. À Sandiara, il faut savoir que la commune n'a pas investi un seul franc. Nous avons donné 100 hectares et je demande au secteur privé marocain, japonais, français de venir investir et sénégalais de venir investir. Donc ça, c'est la première partie. L'autre garantie, c'est maintenant les protéger. Quand les gens viennent pour investir chez vous, il ne faut pas faire comme l'histoire de Bata que vous connaissez. Vous faites venir des fabricants de chaussures et vous ouvrez les frontières pour qu'on compétisse. Sotiba, même chose. Donc il faut une politique aussi douanière assez stricte, tarifaire, qui va permettre d'augmenter les tarifs quand c'est nécessaire, ce qu'on a fait avec les poulets. Quand vous ne voulez pas que ça rentre pas. Il y aura bien sûr des guerres à gauche, à droite. Sans verser dans le protectionnisme. C'est ça. Il faut juste trouver le bon... tout le monde protège son pays. Il faut trouver le bon filon, mais l'intérêt national est prioritaire sur ces choses-là. Donc il faut à la fois protéger l'économie, parce que chacun protège son économie. Ce que fait l'Union européenne. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes avec les États-Unis sur leur histoire d'importation de tel ou tel produit, du fromage, et ainsi de suite, il y a des tarifs qui jouent. Ce que fait la Chine quand il s'agit d'intérêts avec les Américains. Ça, nous, Africains, on doit le comprendre. Maintenant, l'autre problème qui est indispensable, qu'il faut régler en même temps, de façon concomitante, c'est l'agriculture. Vous ne pouvez pas développer l'industrie tant que vous n'avez pas aussi une politique agricole avec ce que j'appelle des agropoles. J'ai dit aussi qu'il en faudrait 557. Autant où il faut 557 projets industriels dans les 557 communes, n'est-ce pas? Au moins un projet par commune, comme à l'image Sandiara, mais il faut faire la même chose. Un agropole, c'est quoi? C'est que l'État décide par décret de créer une zone à Goudiri, à Matam, à dire que c'est 1000 hectares qui sont restés uniquement à l'agrobusiness. Mais pas des trucs associatifs, non. Il faut que le secteur privé sénégalais s'associe avec le secteur privé national ou international pour le faire. Et la même chose pour l'industrie. Donc c'est ces 2 piliers, à mon avis, qui doivent être la base. Et maintenant, autour de ces 2 piliers, développer des industries. Il a essayé pourtant, Macky Sall, les agropoles.
Oui, mais sont théorisés. Voilà, je pense que l'agropole, moi sur lequel j'ai travaillé, vous le connaissez, c'est l'agropole de l'Ouest. Hein, c'est moi qui l'ai créé vraiment de toutes pièces. C'est aujourd'hui le plus grand, c'est 1260 hectares. On a trouvé le financement. Et ce modèle-là, vous allez voir, n'a rien avec les autres. Parce que les autres agropoles, on a voulu mettre des agropoles avec des jeunes, des associations, des gens qui n'ont pas d'expérience. C'est comme le domaine agricole commun. Et ça ne marche pas. Pour que un système économique marche, on oublie toujours qu'il faut d'abord l'expertise. Si vous voulez faire une zone industrielle, faites venir des gens qui connaissent des usines. Faites venir des gens qui ont l'expertise dans ce domaine-là. Et ce qu'on a fait au niveau de Sandiara, c'est le même modèle-là que nous allons faire au niveau de l'agropole intercommunal. D'ailleurs, c'est pour ça que l'agropole intercommunal est confié aux 3 communes, dont je suis d'ailleurs le président. Et là, nous n'allons pas du tout verser dans le même système que les agropoles du centre ou du sud. Nous, ce qu'on va faire, nous allons lancer un appel à candidature au secteur privé sénégalais, tous ces gens qui savent produire de la pomme de terre, mais pas 10 tonnes à l'hectare, mais 150 tonnes, ceux qui savent faire de la viande ou du lait avec 20-30 litres de lait par jour. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et pour moi, dans ma politique, chaque commune devrait avoir à terme justement une zone agropole, une zone industrielle. Parce que le modèle Ndengler avec l'homme d'affaires Babacar Ngom, fondateur de Sedima, est-ce que c'est un bon modèle, ça, avec toute la polémique qu'il y a eu autour sur l'attribution des centaines d'hectares à lui? Est-ce que ce modèle-là, il est à encourager ou c'est mal ficelé? Non, je pense que dans le principe, le fait d'encourager des investissements en milieu rural. C'est pas loin de chez vous d'ailleurs. Voilà, absolument. Ça, il faut que on le fasse, mais de façon beaucoup plus inclusive et de façon beaucoup plus concertée. Moi, ce que je compte faire, c'est pas ça du tout. C'est de dire que dans la commune de Ndiaganiao, parce que Ndengler fait partie de Ndiaganiao, nous allons prendre par décret, en rapport avec le ministère, les mairies, prendre par décret une surface dédiée uniquement à l'agriculture, mais ouverte à tous, pas pour une seule personne. Il faut faire en sorte que ces zones soient des zones où le secteur privé national soit prioritaire, bien sûr, où le secteur privé international, parce que le secteur privé international apporte de la technologie. On oublie souvent ça. On ne sait pas produire des voitures. Il faudrait que les gens qui savent le faire puissent venir. Le secteur privé aussi, qui est industriel, doit pouvoir. Donc c'est une approche totalement différente où je voulais que chaque commune de ce pays-là puisse avoir une zone dédiée à l'agro-business. Parce que la raison pour laquelle c'est important, c'est ce que j'appelle le temps de travail. Tant qu'on ne fera pas ça, on va cultiver de juillet, août, septembre, pendant 4 mois. Or, le monde sénégalais aujourd'hui, l'agriculture, c'est 59%. Donc c'est 10 millions de personnes. Alors si vous avez 10 millions de personnes qui travaillent que 4 mois sur 12, vous êtes d'accord qu'ils ne peuvent pas s'enrichir. Alors dans mon modèle maintenant, ce que je voudrais, c'est que ces agropoles dont on parle, ces 557 agropoles, avec des systèmes d'eau, d'irrigation, d'épivomatique, d'eau qu'on va faire venir du Ferlo, du lac de Guière, ainsi de suite, devraient faire, à partir de forage, devraient être dans ces 557 communes, ce qui fait que 12 mois sur 12, on aurait de l'eau disponible. Et là, on ne fait plus que de la culture de mil. Là, on va faire des cultures de maïs à haute valeur commerciale, on va faire de la culture de pommes de terre, et je peux vous dire que dans mon programme, je vise 10 millions de tonnes de produits alimentaires dans 10 ans. Comment va-t-on vasculariser l'eau à travers tout le territoire, déterrer des projets comme celui des vallées fossiles ou du canal du Cayor? Non, je pense qu'il faut combiner. Moi, j'ai fait une étude tout récemment qui m'a conduit au Maroc, où le Maroc est en train de faire un système très intéressant de forage sur l'ensemble du territoire. En réalité, il faut combiner les trois. Il faut combiner les forages d'abord, parce que n'oublie pas, on a quand même 4 kilomètres cubes d'eau souterraine renouvelable. On a aussi 21 millions de mètres cubes qui se jettent dans la mer, au niveau de Saint-Louis, et on est aussi dans le cadre de l'OMVS, de l'OMVG. Donc il va falloir que toute cette eau qui est perdue, que les 3 pays membres de l'OMVG, qu'on s'accorde sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse aller dans la mer ou chaque pays peut prendre ce qu'il peut? Et moi, ce que je veux faire d'abord, c'est de voir avec toutes ces structures, qu'est-ce qu'on peut avoir comme eau qui est perdue pour qu'on pourrait récupérer. L'autre aspect, c'est nos fleuves. Nous avons quand même des fleuves ici au niveau du Sénégal, et nous avons des bassins de ruissellement. Donc ce qui fait que c'est ces bassins-là et ces eaux de ruissellement qu'il faut envisager à collecter pour pouvoir les garder 12 mois sur 12. Maintenant, le plus gros projet que je voulais proposer au Sénégal sera le canal.
J'ai l'intention, effectivement, à l'image du canal du Midi que vous connaissez en France, il y en a aussi en Inde, d'avoir de grands canaux qui vont traverser le Sénégal du nord au sud et d'est en ouest. Ces canaux devront venir forcément de l'ensemble de nos fleuves, des bassins de ruissellement. J'ai fait faire une étude sur ça et c'est extrêmement important. Tant qu'on ne le fera pas, alors on ne pourra pas du tout développer l'agriculture dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il faut une approche multiple. Il y a des obstacles politiques parce que les pays qui partagent avec le Sénégal des organisations comme l'OMBS ou l'OMBG, il faudra les convaincre d'être d'accord sur ce genre de projet-là. Je pense qu'il y a une belle histoire là, avec l'OMVS tout récemment. Vous savez, maintenant, on est en train de commencer à travailler en interconnexion avec l'OMVG. Vous avez vu que maintenant, on est capable de travailler entre nous pour faire de l'énergie électrique, hydroélectrique, justement, et puis chaque pays s'occupe de... Voilà. Je pense que c'est cette notion-là qu'il faut pousser. Il y a des obstacles techniques aussi. Voilà. Le début du fleuve Sénégal, par exemple, n'est pas ce début qu'on rencontre ailleurs dans le monde, assez important, assez fort pour pouvoir faire de l'électricité et ensuite vouloir créer des voies d'eau pour l'agriculture. Attention. Voilà. Non, je pense que sur le plan technique, vous avez raison. Les défis ne sont pas réguliers parce que vous avez 4 mois de saison des pluies pendant lesquels il y a énormément d'eau. Et cette eau qui fait l'objet de lâcher. Justement, les ingénieurs savent justement que cette eau-là, en fait, il faut la collecter au bon moment et la stocker. Je pense ça qu'on ne fait pas. On a beaucoup d'eau qui arrive. Deuxièmement, le baril hydroélectrique, en réalité, l'eau, elle est utilisée juste comme force motrice. Elle n'est pas perdue en réalité. Elle est utilisée comme force motrice pour faire tourner des turbines. Une fois que ces turbines tournent, l'eau est collectée. Et je pense que c'est là où les pays comme le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie peuvent maintenant se dire mais qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, pour votre information, du côté mauritanien, ils utilisent beaucoup plus l'eau du fleuve, l'excédent d'eau. Ils l'utilisent beaucoup mieux que le Sénégal. Et nous, on préfère, à partir de Diama, faire beaucoup de... Donc, c'est vraiment ces deux piliers, à mon avis, qui vont nous permettre de le faire. Et puis, l'autre pilier, c'est les forages. On oublie souvent ça. Le Sénégal, par exemple, à Sandiara, nous avons 32 forages dans 32 villages. Et ces forages ont des débits qui nous permettent d'exploiter 100, 200, 300, 500 hectares de terrain, de projets agricoles. Donc, l'eau, c'est la matière. Mais l'eau ne suffit pas. En agriculture, vous avez 5 piliers, dont l'eau. Mais l'autre pilier, c'est la mécanisation. Il faut des tracteurs. Et le simple labour vous permet d'augmenter votre rendement de 30 à 50%. Il faut également mettre des projets tels que les produits engrais. Il faut de la fertilisation. La fertilisation, c'est ce qu'on appelle la nutrition vraiment minérale. C'est important. Et je pense que le Sénégal, avec le phosphate de Taïba, qu'on a donné aux Indiens, on va y revenir, je pense. L'azote qu'on va produire à partir du gaz, le gaz naturel, nous en chimie, permet de produire de l'azote. Or, l'azote, c'est de l'urée. C'est ça qui permet de... Or, donc, vous avez donc l'azote et le phosphate. Donc, en réalité, vous avez toutes les bases pour notre pays de se développer. Et le troisième, c'est la formation agricole. Il faudrait qu'on ait des centaines de lycées agricoles sur le pays. C'est mes fameux 557 lycées agricoles dans la réforme que je veux faire de l'enseignement. Et puis le dernier élément qui est important, c'est ce qu'on appelle la protection des plantes. Les plantes tombent malades comme nous. Donc c'est ces éléments-là que le Sénégal n'a jamais essayé d'utiliser. Et pourtant, c'est des éléments industrialisants. Il suffit de dire que maintenant on va fabriquer des tuyaux d'irrigation pour le pays. On va fabriquer des machines pour pulvériser. On va fabriquer des... En fait, vous créez des milliers et des milliers, des centaines de milliers d'emplois d'ailleurs. Donc, dès que vous mettez cette industrialisation, l'agroalimentaire, l'agrobusiness, l'agriculture tout court, la mécanisation agricole, en fait, vous créez 1, 2, 3 millions d'emplois dans un pays. Est-ce que ces sujets-là, parce que ces choses que vous dites... nous pousse à nous demander si ça sert à quelque chose, le poste de ministre conseiller que vous avez occupé pendant quelques années auprès de Macky Sall. Est-ce qu'un président public dans nos États, au Sénégal, est-ce que le président public, il discute et échange avec ses ministres conseillers comme vous? Est-ce que vous avez été consulté sur ces sujets-là? Alors, si vous voyez le nombre de rapports que j'écris sur la SAED, sur les structures de l'État, les conseils que je donne, j'ai fait plus que ça. J'ai même amené ces autorités dans ces pays. Par exemple, pour la formation professionnelle, j'ai amené 2 ou 3 ministres en Suisse pour leur dire comment on fait pour que les jeunes ne sortent plus de l'école sans métier. J'ai amené moi-même le président en personne là-bas. Donc, en réalité, cette notion de conseil, elle est assez frustrante.
Et c'est pour ça, moi, dès que j'ai vu que mes conseils ne servaient pas à grand-chose, je me suis rabattu sur ma commune, en me disant, là, au moins, j'ai l'exécutif, c'est moi qui prends les décisions. Et je pense que c'est assez frustrant parce que le fait d'avoir des expériences, moi j'étais dans 65 pays dans le monde, alors le fait de pouvoir les partager au plus haut niveau avec son pays et de ne pas pouvoir le faire, ça c'est frustrant. Par contre, quand vous le faites, il faut être réaliste. Il faut juste se dire où est-ce que je peux être efficace. Et c'est là où le fait d'être un élu, c'est une chance. Parce que c'est là où vous pouvez aller dans vos terroirs où vous êtes légitime. Vous êtes élu, vous avez le pouvoir exécutif pour justement tester ces expériences. Et ça m'a permis aujourd'hui de me dire finalement, peut-être si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Parce que ça m'a permis de comprendre les solutions. Ça m'a permis de comprendre les lourdeurs de l'État. Ça m'a permis de voir aussi que cette nomination des ministres qui sont dans le gouvernement, en fait, elle n'est pas basée sur des compétences. Tu vois, des ministres qui devraient être dans l'agriculture, mais qui ne comprennent absolument rien à l'agriculture, qui sont plutôt dans des matières qui sont totalement déconnectées. Vous voyez des ministres de la santé qui connaissent rien à la santé, ainsi de suite. Je crois que ça, c'est aussi des choses que j'ai vécues, qui m'ont fait beaucoup mal, mais qui m'ont permis de comprendre pourquoi le système n'est pas efficace. Parce que les ressources humaines, dans le secteur privé, on dit que c'est la première ressource. Ce n'est pas l'argent, on peut toujours trouver de l'argent. Mais le plus difficile, dans tous les secteurs d'ailleurs, radio, télé et tout, c'est les ressources humaines. Or, les ressources humaines, justement, dans les systèmes de gouvernement que j'ai vus depuis ces 10 dernières années, en fait, on joue avec. C'est plus des ressources humaines de type politique. Et on pense qu'il suffit que la personne soit élue quelque part, si vous le mettez ministre de la Santé, pour ne pas les nommer, ça y est, il va pouvoir quand même régler les questions de santé. Si c'est un prof de mathématiques, vous le mettez ministre de l'Agriculture, ça va marcher. En fait, c'est ça qu'il faut avoir le courage aujourd'hui de dénoncer et de montrer que tant que ça va continuer dans cette voie, le pays ne va jamais se développer. Parce que les compétences techniques, c'est important. C'est pas seulement que technique, bien sûr. Il y a des compétences managériales, bien sûr. Il faut savoir gérer des hommes. Il y a des compétences communication. Il y a les légitimités politiques. Mais il faut combiner, en fait. Il faut arriver à combiner tout cela pour avoir de bons ministres et avoir des gens qui... Pour vous, c'est du tout politique. Alors, sous Macky Sall, presque 12 ans de présidence de la République, si vous évaluez son bilan à la tête du pays, si vous étiez amené à mettre une note. Oui, alors il y a deux bilans. Pour moi, il y a le premier bilan, c'est le bilan de tout ce qui est à l'international, le bilan diplomatique. Il est bon. Il est bon, il a contribué à gérer des crises comme la crise gambienne, la crise en Afrique, l'image au niveau de l'IA. Par contre, le bilan économique, c'est ça qui n'est pas bon. Le bilan économique, il doit se traduire par la création de milliers d'emplois et un optimisme des jeunes qui restent dans leur pays. Aujourd'hui, au moment où on parle, on voit quand même des centaines de jeunes, pour ne pas dire des milliers, qui quittent le pays. Alors, moi, à sa place, je me poserais la question de savoir pourquoi ils partent. Ils partent parce que justement, ils ont perdu quand même l'espoir. S'ils savaient qu'ils allaient trouver, comme vous verrez jamais un seul jeune de Sanière qui va quitter Sanière pour partir, parce qu'ils peuvent trouver du boulot. Donc je pense que ça, c'est un bilan purement négatif. Au niveau aussi, je pense, du bilan politique, judiciaire, il y a beaucoup de discussions qu'on pose aujourd'hui. Sur l'économie, quelle est votre opinion sur le budget de 2024 du Sénégal qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale et ce chiffre polémique de 7 000 milliards de francs CFA, ce débat sur la sincérité de ce chiffre-là? Alors, tout dépend du budget. Moi, je pense que l'argent du pétrole et du gaz, c'est ça qui nous permettra de voir est-ce qu'on peut l'atteindre. Parce que ces budgets-là, souvent, une bonne partie, en réalité, c'est pas des ressources propres. Ils comptent souvent sur... les rallonges, l'aide bilatérale, la coopération bilatérale, ainsi de suite, les recettes douanières, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on sait parfaitement qu'on ne peut pas l'atteindre si se base uniquement sur les recettes traditionnelles. Maintenant, le pétrole, oui, si avec le gaz et le pétrole, on arrive à lancer très rapidement les recettes, la collecte des recettes de gaz et de pétrole, ça permet d'aider. Mais par contre là, moi ce qui me gêne, et ce que j'ai l'intention de remettre sur la table, c'est la participation du Sénégal, de Petrosen, à ces entreprises-là. On est à 10% de ces sociétés. Il y a une possibilité d'aller jusqu'à 20%. Et moi, justement, quand je me réfère à l'article 25, alinéa 1 de la Constitution, où on dit clairement que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais, ça me pose un problème. Je ne sais pas comment un pays comme le nôtre peut se permettre d'avoir du pétrole et du gaz,
qui est une aubaine, un produit de la nature, de notre sous-sol, mais qui bénéficie de ces rentrées à hauteur de 10%. C'est vrai qu'il y a les taxes et tout cela. Normal aussi un peu quand on sait que l'exploration, elle a un coût et l'État sénégalais a préféré faire avec des majors ou pas du tout des majors, mais octroyer des licences d'exploration parce que ça coûte beaucoup d'argent. Absolument. En fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire que c'est comme ce qui se passe avec l'autoroute à péage. Vous pouvez au départ peut-être ne pas comprendre les principes, ne pas peut-être évaluer ou ne pas avoir les ressources nécessaires. Mais tous ces aspects doivent être absolument renégociés. Parce que la recherche, effectivement, elle coûte très cher. Mais vous êtes d'accord que ces ressources-là, si elles sont exploitées par ces majors-là, il doit y avoir des retombées réelles pour le pays. Et je pense que c'est là où nous devons revoir, comme on a fait avec l'autoroute à péage, rappeler tous ces gens pour dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est acceptable qu'un pays comme le nôtre dispose que de 10% de ses revenus du pétrole? Est-ce que c'est acceptable que Petrosen, qui est notre société nationale, ne soit pas aussi outillée pour commencer elle-même à faire peut-être l'exploration, faire de la recherche, ainsi de suite. Parce que l'avenir, c'est ça. Et ce que je disais tout à l'heure sur la domination scientifique et technique et technologique de l'Europe. C'est très important que nous, maintenant, dans le futur, que ça coûte très cher, bien sûr, hein, mais le Sénégal doit aussi aller beaucoup plus loin que ce qu'on est en train de faire pour commencer à aussi prendre ce genre de travail. À la COP28 à Dubaï, il a été encore une fois question de lutter contre l'utilisation des énergies fossiles. Le président Macky Sall, son combat depuis quelque temps, c'est de dire « je ne suis pas d'accord avec cette posture des militants anti-pétrole soutenus par certains pays riches qui d'ailleurs, pour beaucoup, utilisent du charbon, hein, qui pollue ». Êtes-vous en phase avec Macky Sall sur cette question-là? Absolument. Je pense qu'il y a là, c'est même pas la position seulement de Macky Sall, je pense que c'est toute l'Afrique, tous les pays en développement. Vous voyez, le problème que j'ai avec l'Europe, c'est ça. C'est que quand il s'agit de parler de planète, ils sont au premier plan pour dire que oui, on pollue. Alors que l'Afrique, toute l'Afrique, la pollution, c'est 3%, toute l'Afrique réunie. Alors deuxièmement, sur le plan purement chimique, parlons de chimie, le gaz naturel, quand vous faites la combustion de gaz naturel, c'est de l'eau qui sort. Donc tout le monde sait que, ils le savent, hein, c'est pas un gaz qui pollue, ça ils le savent. Par contre, ils veulent nous démontrer que c'est fossile, c'est-à-dire que les quantités sont limitées. Peu importe. Nous, on n'a pas le temps de gérer ce genre de choses-là, parce que pour l'instant, nous devons réduire les laissés au niveau des populations. Moi, je suis élu président de la République. Justement, c'est ce gaz que je vais utiliser et le pétrole pour baisser le coût de l'énergie au niveau des foyers, pour baisser le coût des transports, pour baisser le coût de beaucoup d'autres charges au niveau des populations. Donc ça, l'Afrique ne doit jamais accepter, dans le cadre de la résolution, de limiter l'exploitation, la recherche ou l'utilisation des sources. Parce qu'eux, ils peuvent le dire, ils sont déjà industrialisés. L'énergie, c'est la première base de l'industrialisation, avec le savoir et la technologie. Ça, c'est le côté gaz. Le côté pétrole, c'est la même chose. Le pétrole, en réalité, c'est une matière première industrialisante. Avec le pétrole, vous pouvez faire une centaine de produits différents, qui sont des produits pour l'agriculture. Par exemple, la mélamine, le PVC. C'est des produits pour l'irrigation de l'agriculture. C'est des produits qui aident à développer certaines matières dont on a besoin. Mais aussi le pétrole, c'est le goudron. C'est les dérivés du pétrole qui nous permettent de rendre nos routes praticables, donc de rendre le transport des matières premières, des produits finis beaucoup moins chers. Donc ces gens qui sont déjà développés nous disent « Ah, finalement, on a réfléchi, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est polluant ». Non, on n'a pas le temps. Il faut nous laisser 20 ans, 30 ans, 40 ans pour que l'Afrique maintenant arrive à niveau, pour qu'on ait de l'énergie la moins chère possible, pour qu'on ait une pétrochimie, parce que avec le pétrole sénégalais, c'est l'occasion unique de mettre des usines de raffinage à Tambacounda, de mettre d'autres usines dans le Ferlo, de rendre notre pays, si vous voulez, l'aménagement territorial industriel. Il ne faut pas le faire que ce soit à Dakar ou à Sandié, il faut que ça aille à l'intérieur du pays. Donc je pense que c'est un combat, pas seulement du gouvernement, c'est un combat de tous les dirigeants africains, et un combat d'ailleurs, je dirais, du monde en développement. En tout cas, bon courage à tous les candidats à la candidature pour cette présidentielle, parce que le prochain président de la République du Sénégal, il va hériter
d'un Sénégal, de l'émigration clandestine, du chômage des jeunes, de la cherté de la vie. De vastes, mais alors très vastes chantiers. C'est ça, il y a des solutions, Je crois que les solutions, c'est, comme je vous ai dit, changer complètement de paradigme, voir comment l'Europe a fait, comment les États-Unis ont fait, comment la Chine a fait. C'est aussi la rigueur, la lutte contre la corruption, c'est aussi les modifications, les changements qu'on doit faire au niveau des communes. Les communes doivent jouer un rôle beaucoup plus important. Il faut décentraliser et il faut aussi changer le système d'enseignement. J'ai prévu, comme vous le savez dans mon programme, de remettre l'enseignement mathématique, physique et chimie autour des écoles. Il faut au moins 45 lycées scientifiques dans le pays. Il faut des lycées techniques et professionnels pour les métiers. Je pense que c'est ça le plus important. Il faut mettre des valeurs autour aussi de l'école, les valeurs religieuses, les valeurs morales. Il faudrait que les jeunes aillent dans l'armée pour apprendre à la fois le civisme et aussi des métiers. Il faut aussi que le retour de la diaspora, il faut qu'ils rentrent. La diaspora, c'est important que ces gens qui ont un savoir-faire et qu'ils ont acquis à l'étranger et qui ont une expertise à apporter au Sénégal, il faut que l'État, c'est le Maroc est en train de le faire aujourd'hui. Le Sénégal doit absolument faire venir la diaspora, des gens comme moi. Moi, j'ai fait 25 ans à l'étranger. Et ces gens, il y a 1 million de Sénégalais à l'étranger. Je ne dis pas qu'il faut faire venir tous 1 million de Sénégalais à l'étranger, mais je pense que c'est important que 1000 personnes, 2000, 5000, 10 000 personnes, 100 000 personnes rentrent avec des projets de l'État, avec un fonds adéquat. Nous pouvons les aider à aller s'installer dans leur village, dans leur ville, créer des usines, créer des cabinets médicaux, être des professeurs d'université. Et le Sénégal, c'est ça sa force en réalité. Et dans mon programme, c'est ça que j'ai l'intention de faire, c'est mettre en place un fonds avec, en dehors des 5 banques que je veux regrouper, les banques nationales, mais se mettre en place un fonds qui permettra maintenant de faire rentrer justement ces Sénégalais de la diaspora. La démocratie maintenant, Serigne Gueye Diop, vous estimez que le bilan de Macky Sall au plan politique, il n'est pas très, très reluisant. Les nouveaux épisodes dans le feuilleton Ousmane Sonko sur la route de la présidentielle, rejet de sa caution par la Caisse des dépôts et consignations, rejet de son rapport d'arrêt par la Cour suprême. Le cas Ousmane Sonko, vous en tant que candidat à la candidature à cette présidentielle? Oui, je pense que j'avais été assez clair sous ce chapitre-là. D'abord, nous avons un problème politique et judiciaire. La justice, à partir du moment où le citoyen a l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures, déjà on a un problème. Et effectivement... Ça, c'est la perception, mais la réalité... Voilà. Aujourd'hui, la réalité, c'est que à partir du moment où un candidat a été jugé, c'est difficile que ce candidat, effectivement, puisse revenir dans la course à l'élection présidentielle. Maintenant, le problème, c'est comment on peut avoir quelqu'un qui est en prison, qui est remplacé par quelqu'un d'autre qui est en prison, et maintenant, tout d'un coup, se dire que cette personne peut bénéficier comment ça s'appelle, peut s'inscrire sur des listes électorales. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont l'impression de ne plus être dans une démocratie. On ne comprend plus si le jeu démocratique va être un jeu ouvert à tous, etc. Moi, ce que je souhaite, je souhaite que le jeu démocratique soit ouvert à tous, aussi bien aux gens de gauche qu'aux gens de droite. Et je pense qu'après cela, le pays a besoin de calme. Le Sénégal a besoin de se ressaisir, de faire en sorte que tous ses fils puissent participer au jeu démocratique. Sinon, ce sera un recul. On sera perçu comme un pays qui a effectivement une 40aine d'années, une 50aine d'années de démocratie depuis 1974, avec l'arrivée de M. Abdoulaye Wade, mais qui est effectivement un recul. Parce que dès qu'on commence à voir des prisonniers à gauche, à droite, dans les prisons, des prisonniers politiques, parce que quel quoi le nom, ça reviendra à ça. Quel que soit ce qu'ils ont fait, je ne veux pas me prononcer sur les questions juridiques, etc. Par contre, c'est l'image que ça donne à l'extérieur. L'image que ça donne à l'ensemble du pays, c'est que notre pays souffre, en tout cas aujourd'hui, d'un problème de démocratie au niveau politique. Et le fait que l'essentiel des candidats ne puissent pas aller aux élections, ce sera un biais. Par A ou par B, ce sera perçu comme tel au niveau national. Et je vous dis que le Sénégal que je vais diriger, ce ne sera pas comme ça. Je voulais d'abord que le pays retrouve
sa stabilité, retrouve son calme. Le Sénégal se réconcilie se réconcilie entre eux, quel que soit le bord politique. Il va falloir qu'on se mette autour d'une table pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y aura certainement des autocritiques à faire de part et d'autre. Peut-être l'utilisation de la violence n'est pas toujours adéquate, mais en certains moments, le chef de l'État doit pardonner. Le chef de l'État doit appeler tout le monde au calme, en se disant finalement le Sénégal ne nous appartient pas, ni à nous de la gauche, ni à ceux de la droite. Finalement, ce qui est important, c'est laisser un legs pour les générations à venir, mais surtout le développer. Parce que la principale priorité aujourd'hui, c'est que les gens souffrent. Les gens ne mangent pas à leur faim, les gens ne dorment pas bien, les gens ont des problèmes d'emploi. La preuve, on l'a vu tout à l'heure avec l'immigration clandestine. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'est pas encore unis comme pays au niveau politique, quel que soit le bord. Et puis, de toute façon, après toutes ces élections-là, les gens devront se retrouver autour d'une table pour repartir l'avenir du pays. Parce que c'est ça qui est important. Le rôle de l'homme politique n'est-il pas de trouver des solutions aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques, aux problèmes de la société. Et je pense que ça, souvent, on le laisse. J'ai l'impression que de temps en temps, le rôle, on le perçoit plus comment éliminer l'adversaire A, l'adversaire B pour se retrouver seul. Et je pense que ça, c'est pas bon pour notre démocratie. Et vous, votre dossier de candidature, où en êtes-vous déjà avec les parrainages? Alors écoutez, on a complètement bouclé les parrainages. Aujourd'hui, on n'est pas à moins de 100 000 parrains sur l'ensemble du territoire. J'ai été surpris d'ailleurs de voir que depuis maintenant pratiquement 2-3 semaines, voilà, on avait déjà largement dépassé les parrainages minimums. Mais pour moi, le parrainage, c'est pas le nombre. Je vous ai dit, je pense ici que le parrainage, ce n'est pas un problème pour nous, parce que je me suis rendu compte que l'image de Sandiara et la perception du travail de Sandiara, c'est connu dans les coins et les recoins du Sénégal. Ça m'a vraiment surpris. Mais surtout, je voulais faire un parrainage votant, un parrainage citoyen. Je voulais aller auprès des militants de Linguère pour leur parler de mon programme. Ce que j'ai fait. J'ai fait le tour du pays 2 fois. Là, je vais faire une 3e tournée dans le mois de janvier. Je vais aussi aller voir le Sénégal des profondeurs pour écouter aussi ce qu'ils me disent sur mon programme en 10 points. Et ça nous a montré que les jeunes, les chefs religieux, les femmes, les différentes régions du nord au sud, tout le monde a envie de parrainer Serigne Gueye Diop. Tout simplement en se disant que finalement je suis l'un des rares candidats, pour ne pas dire le seul, qui est déjà en fait démontré ce que je suis en train de dire dans mon programme pour le Sénégal. Je parle d'industrialisation. Donnez-moi 1 ou 2 candidats qui ont déjà créé 16 usines dans leur commune. Je parle de révolution agricole. Donnez-moi 2 ou 3 candidats qui ont déjà fait dans leur commune. Je parle aussi de solidarité, d'humanitaire, d'aider les jeunes, les femmes à trouver du boulot. Donnez-moi un seul candidat qui a créé 5000 emplois chez lui, dans une petite commune de 30 000 emplois. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup aidé mon parrainage. Et tous les jours, je vois des gens qui viennent du Sénégal, qui m'apportent des parrainages, soit chez moi à Sandiara ou ici au niveau de Dakar. Et ça me rend vraiment optimiste. Tout ce que je souhaite, c'est que maintenant la transparence soit maintenant de mise dans les prochains jours. Est-ce que tous les parrains, tous les candidats qui ont bouclé leur parrainage vont faire l'objet d'un traitement égal, d'un traitement juste? Je pense que c'est ça le gros défi. Et je pense que ça, c'est tout le peuple sénégalais qui doit se mobiliser pour que tous les candidats qui ont rempli les critères puissent donc passer et aller vers un premier tour qui va être âprement discuté. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des surprises dans cette élection. La tendance actuelle, c'est le dépôt de la caution auprès de la CDC. Vous en êtes-vous déjà acquitté? Oui, là, la caution, ce sera dès la semaine prochaine. Nous allons déposer notre caution. Nous allons déposer carrément notre dossier aussi au niveau à partir du 10. Vous savez que c'est entre le 10 et le 25 où tous les partis devraient aller déposer, en tout cas au niveau de la Cour du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel. Alors ça, on va le faire à partir du 10. Et puis après ça, maintenant, il y aura les fameux tirages au sort. Alors on croise les doigts pour que ces tirages-là puissent se faire dans de bonnes conditions aussi. Et puis après, je pense que on est optimiste. Je pense que le Sénégal ne peut plus faire des pas en arrière en matière de démocratie. Il faut que les gens les Sénégalais qui ont réussi à passer l'étape du parrainage, à remplir les dossiers, à mettre les cautions, à avoir de véritables projets pour le pays, il faut aller laisser tous ces gens-là aller en compétition de façon tout à fait démocratique au
ouvert. Et ça, c'est le peuple qui doit veiller à ce que ça se passe de cette façon. La santé, puisque on le sait, c'est vous qui aviez fait venir au Sénégal le bateau hôpital, le Mercy Ships, qui donne gratuitement des soins médicaux en Afrique notamment, et surtout quand on parle de chirurgie maxillo-faciale, ça doit faire plaisir ces premières transplantations rénales dans le pays depuis dimanche, des transplantations réussies par les équipes de l'hôpital militaire de Ouakam. Ça veut dire que la matière grise, les ressources humaines de qualité sont là. Elle est là. Non, je suis très fier et je dois vraiment les féliciter d'abord comme chercheur, comme scientifique, comme docteur. Et je pense que ça montre tout simplement que notre pays a les ressources humaines exceptionnelles pour avancer. Parce que c'est justement le Mercy Ship venait pour aider le pays à faire des opérations qu'il ne pouvait pas faire, des opérations complexes. Soit on n'a pas les bonnes ressources humaines, ou on n'a pas les bons laboratoires qu'il faut, on n'a pas les bons outils qu'il faut. Maintenant, on se rend compte qu'on a les ressources humaines. Ce qu'il faut faire, en tout cas dans le cadre de mon programme, c'est renforcer le système de santé au niveau du Sénégal. Je crois que si on fait confiance aux médecins sénégalais, on fait confiance aux chirurgiens, aux professeurs, on met beaucoup de matériel, d'équipement, de laboratoires, de chirurgie, de salles d'opération bien équipés, avec de bons budgets, qui vont aller directement aux hôpitaux. Je pense que le Sénégal pourrait faire d'autres performances, même en matière de transplantation cardiaque qu'on ne fait pas encore, d'autres opérations au niveau de la rétine. Il y a beaucoup d'autres opérations que le Sénégal pourrait parfaitement faire, parce que je connais les ressources humaines sénégalaises. Moi, qui vous parle, je suis chercheur. J'étais le premier noir à diriger la recherche, en tout cas au niveau de Nestlé. On est capable, on a beaucoup de capacités. Il faut juste qu'on mette les Sénégalais, ces chirurgiens, ces médecins dans de bonnes conditions. Vous êtes chercheur et formateur. Exactement. La fermeture des universités publiques après les événements de juin dernier, où on a vu l'université Cheikh Anta Diop saccagée, incendiée, les autorités universitaires ainsi que même le gouvernement évoquent des raisons de sécurité pour maintenir la fermeture des campus et décider du déroulement des enseignements à distance. Pour ou contre? Alors, contre tout ce qui est donc fermeture des universités. Parce que l'université, pour moi, c'est le temple du savoir, c'est la continuité de la transmission de la connaissance. C'est très dangereux de fermer une université dans un pays jeune. 70% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. Par contre, ce que je condamne, c'est justement le saccage de l'université par des étudiants. Je trouve que c'est pas normal que des intellectuels, des étudiants puissent aller saccager justement des salles de classe, des laboratoires, des dossiers. Ça, c'est totalement inacceptable pour les cadres qui doivent diriger le pays. Donc ça, il faut le condamner. Maintenant, ce qui est condamnable, c'est le fait de se dire maintenant, à partir du moment où ces gens, l'université est saccagée, maintenant il faut la fermer. Jusqu'à quand? Jusqu'après les élections. Et c'est ça le côté donc un peu politicien de cette mesure-là. Pourquoi on ne veut pas sortir les universités? Pourquoi on ne veut pas que les étudiants reviennent pour aller encore reprendre les cours? Parce que aujourd'hui, les conditions, on a vu, il y a beaucoup d'universités où il y a des travaux qui ont été faits. Je pense qu'on a peur de regrouper encore les étudiants pour qu'ils puissent se reparler, pour qu'ils puissent contester, pour qu'ils puissent... Or ça, on n'est plus dans la démocratie. La démocratie, on ne doit pas faire ce genre de calcul-là. Nous devons laisser les gens aller dans le débat politique. Et le débat politique, on sait que c'est l'université. Et c'est pas en les séparant qu'on va mettre fin à ce débat-là. Et je trouve que c'est dommage de fermer cette université-là jusqu'aux élections. Ça veut dire qu'on va rater pratiquement une demi-année. Peut-être qu'on va aller même une année blanche. Une année blanche pour 140 000 personnes ou 100 000 personnes. C'est combien d'heures de travail, c'est combien de salaires qu'on a payé à des gens, justement des bourses qu'on a payées. Donc je pense que ça, je dois dire que ça c'est une mesure qui ne me plaît pas du tout et je pense qu'il faut ouvrir l'université pour que les étudiants puissent reprendre les études. Merci Serigne Gueye Diop d'être passé devant le grand jury de RFM, candidat déclaré à la présidentielle, maire de Sandiara. Ingénieur agronome, docteur S sciences en biochimie et sciences et technologies alimentaires. Pendant longtemps, vous avez été directeur général du Centre de recherche et développement Afrique et Moyen-Orient du groupe Nestlé. Merci à tous de nous avoir suivis.